À 4 heures précises, le téléphone sécurisé se mit à vibrer dans le silence de l'aube. À cet instant, personne, absolument personne, n'imaginait ce qui allait se produire durant les 72 heures suivantes. Personne ne soupçonnait non plus que ce simple appel allait, d'une certaine manière, déplacer les plaques tectoniques du rapport de force entre Paris et Moscou pour des années. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, trahissait une tension inhabituelle. Nous venons d'intercepter une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit prendre la parole publiquement dans 2 heures. Et il vous vise directement. Pendant quelques secondes, Sébastien Lecornu resta silencieux. Ses doigts frappaient doucement la surface de son large bureau en chêne, un geste nerveux que seuls ses collaborateurs les plus proches avaient déjà remarqué. Le général reprit, plus grave encore. Le message contient des menaces. Contre vous personnellement et contre la France à cause de notre soutien militaire à l'Ukraine. Ce n'est pas une déclaration banale. C'est du sérieux, Sébastien. Depuis Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes. Costume sombre, regard de glace, cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible, mais bien réelle. La France, commença-t-il en russe d'un ton délibérément lent, et son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace, claire et directe. Je dis à M. Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque obus, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. C'était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Macron, Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et les chefs des services de renseignement étaient présents. « L'atmosphère est électrique. Il essaie de t'isoler, » dit Macron en regardant Lecornu. « Te faire passer pour l'homme qui met la France en danger. C'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. « Sébastien, réfléchis bien. Une escalade verbale avec Poutine peut avoir des conséquences. Il a des moyens de nuire. Cyberattaque, désinformation, provocation militaire. » Lecornu se leva et marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 ans de guerre brutale. « Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment on arrête d'avoir peur? » Le silence tomba dans la pièce. Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu et savait que lorsqu'il prenait cette posture, rien ne pourrait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes? » demanda le président. « Une réponse pas diplomatique, pas politique, militaire, concrète, immédiate, » expliqua Lecornu. « Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Je propose de doubler ce montant, 6 milliards, et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures. » L'un des conseillers s'étouffa presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber ça. » « Si, il peut. J'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés, comme nous avons déjà commencé à le faire. Nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre qui doit être remplacé de toute façon, et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Macron réfléchissait, les doigts formant une pyramide devant son visage. « C'est risqué. »« C'est nécessaire, » répliqua Lecornu. Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens, divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe, pas avec des mots, mais avec des actes. Le président prit sa décision. « D'accord, mais tu te gères personnellement. Pas de fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. » Pendant les 36 heures suivantes, Lecornu ne dormit pratiquement pas.
Il était dans ce qu'on appelait au ministère des Armées son mode guerre. Concentration totale, délégation zéro, contrôle absolu de chaque détail. Son équipe travaillait sans relâche. Il devait préparer 3 choses simultanément. Premièrement, la liste exacte de l'équipement militaire qui serait envoyé à l'Ukraine. Deuxièmement, le plan de financement prouvant que c'était réalisable sans déstabiliser le budget français. Troisièmement, la stratégie de communication qui transformerait la menace de Poutine en une victoire française. À 23h30, la veille de l'annonce prévue, Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. »« Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses ennemis. » Lecornu resta silencieux un moment, puis répondit d'une voix calme mais ferme. « Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit, en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. » Le lendemain matin, la salle de presse était pleine. Journalistes français, européens, américains et même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre, sans note ni prompteur. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix résonnant clairement dans le silence absolu. Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom et a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. » Les journalistes se penchèrent en avant. « Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. » Il fit une pause, laissant ses mots résonner. « Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine. De 3 milliards d'euros, nous passons à 6 milliards. » Un choc parcourut la salle. Des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 518 nouveaux canons César, plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Lecornu but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. « Monsieur Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous semblez avoir oublié. La France non plus n'oublie pas. Nous n'oublions pas 1812, quand vos ancêtres ont combattu Napoléon non pas par idéologie, mais pour leur survie. Nous n'oublions pas 1914 à 1918, car la Russie était notre allié contre l'impérialisme allemand. Nous n'oublions pas 1944, car les soldats soviétiques ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Mais nous n'oublions pas non plus Budapest en 1956, ni Prague en 1968. Le silence dans la salle était maintenant total. Vous pensez que nommer un ministre français et proférer des menaces va nous intimider? Vous vous trompez gravement. Chaque menace que vous prononcez sera convertie en aide supplémentaire pour l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera qu'augmenter notre résolution. Lecornu se pencha légèrement vers les microphones. Et je vous le dis clairement, pour que vous n'ayez aucun doute, la France ne reculera pas. Pas d'un centimètre, pas d'un euro, pas d'une arme. Vous voulez un rapport de force? Le voici. Notre industrie de défense produit maintenant des canons César en série, plus que notre propre armée n'en possède. Nous pouvons produire des dizaines de milliers d'obus par mois. Nos usines tournent 24 heures sur 24. C'est cela, l'économie de guerre européenne. Et elle ne fait que commencer. Alors, Monsieur Poutine, si vous pensez que menacer un ministre français va changer quoi que ce soit, vous venez de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution, vous l'avez renforcée. Merci. La salle explosa de questions, mais Lecornu ne répondit à aucune. Il quitta le pupitre, laissant ses mots résonner. En moins de 30 minutes, son discours faisait le tour du monde. La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine, titrait Le Figaro. Un ministre français défie ouvertement Moscou, annonçait CNN. Lecornu à Poutine, chaque menace, c'est plus d'armes pour l'Ukraine, résumait Reuters. Mais la vraie question était,
Comment Poutine allait-il réagir? La réponse vint plus vite que prévu. 6 heures après le discours de Le Cornu, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, convoqua une conférence de presse d'urgence à Moscou. Les déclarations irresponsables du ministre français Le Cornu sont une provocation inacceptable, dit Peskov visiblement agité. La Russie prendra des mesures appropriées pour protéger ses intérêts. Mais quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était de la défensive. Les analystes le remarquèrent immédiatement. « Poutine a perdu cette manche », écrivit un expert en géopolitique du CSIS. Le Cornu avait fait quelque chose que peu de dirigeants occidentaux avaient osé faire. Répondre à la menace par l'escalade, forçant Poutine à reculer ou à risquer une confrontation réelle qu'il ne pouvait pas se permettre. Les 48 heures suivantes furent critiques à Paris. L'équipe de Le Cornu surveillait chaque mouvement russe. Cyberattaque, aucune augmentation significative. Provocation militaire, rien d'inhabituel. Campagne de désinformation, étonnamment modérée. Poutine, le maître de l'intimidation, semblait silencieux. « Il ne sait pas comment réagir », dit le général Burkhardt à Le Cornu lors d'un briefing sécurisé. « Tu as fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu as transformé sa menace en opportunité. Maintenant, s'il escalade, il confirme ton récit selon lequel chaque menace russe augmente l'aide occidentale. S'il ne fait rien, il paraît faible. » Mais le vrai choc vint d'une direction inattendue. 12 heures après le discours de Le Cornu, l'Allemagne annonça qu'elle augmentait son aide militaire à l'Ukraine de 2 milliards d'euros, puis la Pologne d'1,5 milliard supplémentaire, le Royaume-Uni d'1 milliard, les Pays-Bas de 500 millions. En une semaine, les effets dominants déclenchés par la réponse de Le Cornu avaient généré plus de 12 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Poutine avait voulu isoler la France. Il avait réussi à unir l'Europe. À Kiev, le président Zelensky convoqua une conférence de presse. « Je veux remercier personnellement le ministre Le Cornu », dit-il, la voix chargée d'émotion. Il a montré que le courage n'est pas mort en Europe, que face aux tyrans, il y a encore des leaders prêts à se tenir debout. Mais tous les regards étaient tournés vers une question. Comment Macron gérait-il cette situation? Son ministre des Armées venait de défier directement Poutine, créant une onde de choc géopolitique. Certains conseillers de l'Élysée étaient furieux. « Le Cornu a outrepassé ses fonctions », murmurait-il. « Il a créé une crise diplomatique. » Mais Macron, lui, voyait les choses différemment. Dans une interview surprise accordée à France Info, le président dit « Sébastien Le Cornu a fait exactement ce qu'un ministre des Armées doit faire, défendre les intérêts de la France et ses valeurs face aux menaces. Nous ne reculons pas, nous répondons. » C'était un soutien total, public, sans ambiguïté. Le Cornu avait le feu vert présidentiel. Un mois plus tard, le premier convoi de matériel militaire français arriva en Ukraine. Des canons César flambant neufs, des milliers d'obus, des drones, des missiles. Les soldats ukrainiens accueillirent les camions avec des drapeaux français. Sur l'un des Césars, quelqu'un avait peint au pochoir « Cadeau de Le Cornu à Poutine ». Les réseaux sociaux explosèrent avec cette image. Elle devint virale, un symbole de la réponse concrète à l'intimidation. À Paris, dans son bureau du ministère des Armées, Le Cornu regardait les images sur son écran. Catherine Vautrin, son ancienne collègue, l'avait appelé. « Tu as fait quelque chose que personne n'osait faire, dit-elle. Tu as appelé le bluff de Poutine. » Ce n'était pas un bluff, Catherine. Il était sérieux. Justement, c'est pour cela que ta réponse était si importante. Tu lui as montré que nous sommes aussi sérieux que lui. Peut-être plus. Le Cornu sourit légèrement. Tu sais ce qui est drôle? Poutine pensait que me menacer directement me ferait peur. Il ne comprenait pas que je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de ce qui se passe si nous ne l'arrêtons pas. 3 mois plus tard, lors d'un sommet d'automne à Bruxelles, un incident révélateur se produisit. Un diplomate russe, lors d'une session à huis clos, parla du « problème Le Cornu » en discutant avec des homologues occidentaux. « Votre ministre français est devenu un obstacle aux relations russo-européennes, dit-il. » La réponse vint du représentant allemand. « Non, le ministre Le Cornu est devenu le modèle de la manière dont l'Europe doit répondre à vos menaces et nous le suivons tous. » C'était officiel. Le Cornu n'était plus seulement le ministre des Armées françaises. Il était devenu le symbole de la résistance européenne face à l'intimidation russe. À Moscou, dans les couloirs du Kremlin, on parlait différemment de lui maintenant. Plus de mépris, plus de moquerie sur le jeune ministre inexpérimenté. Maintenant, c'était le respect forcé que l'on accorde à un adversaire que l'on a sous-estimé. Poutine lui-même, lors d'une réunion avec son conseil de sécurité, aurait dit, selon des sources proches, « J'ai fait une erreur avec lui.
Il ne joue pas selon les règles habituelles. Un de ses généraux aurait répondu « Quelle erreur, monsieur le président. Je lui ai donné une raison de devenir un héros. En le menaçant, je l'ai transformé en symbole. » Grosse erreur. 6 mois après l'incident initial, l'Ukraine lançait une contre-offensive majeure dans la région de Kherson. Les canons César français jouèrent un rôle crucial. Leur précision, leur mobilité, leur cadence de tir supérieure donnèrent aux forces ukrainiennes un avantage tactique significatif. Chaque obus tiré portait, d'une certaine manière, la signature de la réponse de Lecornu. Chaque kilomètre reconquis prouvait que la détermination pouvait vaincre l'intimidation. Les analystes militaires commencèrent à étudier ce qu'ils appelaient l'effet Lecornu, le phénomène par lequel une réponse ferme et immédiate aux menaces russes créait plus d'unité et de détermination occidentale que n'importe quelle diplomatie prudente. À Paris, Lecornu continuait son travail avec la même intensité, mais quelque chose avait changé. Les autres ministres européens de la Défense l'appelaient maintenant régulièrement pour lui demander des conseils. Comment gérer les menaces russes? Comment répondre sans escalader dangereusement? Sa réponse était toujours la même. Fermement, immédiatement, avec des actes, pas des mots. L'industrie de défense française explosait. Les commandes affluaient, pas seulement d'Ukraine, mais de toute l'Europe. Les pays baltes voulaient des Césars. La Pologne voulait des missiles Scalp. La Finlande voulait des systèmes de défense aérienne. Tous disaient la même chose. Nous voulons de l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous êtes prêts à l'utiliser pour défendre nos valeurs. En septembre 2025, quand Lecornu devint Premier ministre, l'une des premières réactions vint du Kremlin. Peskov, lors de son briefing quotidien, dit simplement « Nous prenons note de cette nomination. Pas de menace, pas de provocation, juste une reconnaissance glaciale. » Poutine avait appris sa leçon. On ne menace pas Sébastien Lecornu. On le respecte de gré ou de force. Dans les académies militaires du monde entier, l'épisode est maintenant étudié comme un cas d'école. Comment répondre à l'intimidation autoritaire? Les étudiants analysent chaque mot du discours de Lecornu, chaque élément de sa stratégie, chaque conséquence de sa décision. La leçon est claire. Face à un tyran, la prudence peut sembler sage, mais c'est souvent la fermeté qui protège vraiment. Poutine avait construit sa stratégie sur un pari simple. L'Occident avait peur d'un conflit direct. Chaque menace ferait reculer les Européens. Chaque intimidation diviserait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cela avait marché en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass. Puis vint Lecornu. Un homme que Poutine ne connaissait pas. Un ministre jeune, sans la prudence paralysante des vieux routiers de la diplomatie. Un homme qui avait étudié l'histoire et en avait tiré une conclusion simple. Les tyrans ne respectent qu'une chose: la force de la résolution. Aujourd'hui, quand les historiens écriront sur la guerre d'Ukraine, ils noteront un tournant. Le moment où l'Europe est passée de la peur à la détermination. Le moment où un ministre français a dit non à Vladimir Poutine et a transformé une menace en catalyseur d'unité. Ce moment, c'était le discours de Lecornu. Ces 6 mots résument tout. Chaque menace, c'est plus d'armes. Poutine voulait diviser. Il a uni. Il voulait intimider, il a galvanisé. Il voulait affaiblir, il a renforcé. Et tout cela parce qu'il a fait une grosse erreur. Il a cru que Sébastien Lecornu avait peur de lui. Il s'est trompé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des citoyens ordinaires à travers l'Europe commencèrent à envoyer des lettres au ministère des Armées français. Des milliers de messages, venus de Polonais, de Baltes, de Finlandais, même d'Allemands. Tous disaient la même chose. Merci d'avoir eu le courage de dire ce que nous pensions tous. Une grand-mère estonienne de 70 ans écrivit « J'ai vécu sous l'occupation soviétique. Pendant cela, je pensais que les Européens de l'Ouest avaient oublié ce que c'est que de vivre sous la menace russe. Le ministre Lecornu m'a prouvé que je me trompais. » Ces lettres s'empilaient dans le bureau de Lecornu. Son équipe voulait les archiver, mais il insista pour en lire une dizaine chaque jour. « Ces gens comprennent ce qui est en jeu, » disait-il. « Ils savent que si nous cédons maintenant, nous cédons pour toujours. » Un ancien soldat ukrainien, grièvement blessé à Bakhmout, envoya une photo. Il était debout, à côté d'un canon César, son bras en écharpe, souriant. Au dos, il avait écrit en français approximatif « Ce canon a sauvé ma brigade. Merci France, merci Lecornu, vous êtes notre héros. » Mais tout n'était pas que soutien et admiration. Des critiques émergèrent aussi, particulièrement de certains milieux diplomatiques français. « Lecornu est un cow-boy », murmurait un ambassadeur français à la retraite lors d'un dîner mondain à Paris. « Il joue avec le feu.
Une guerre avec la Russie serait catastrophique. Ces critiques trouvèrent un écho dans certains médias. Un éditorial du Monde diplomatique titrait « La dangereuse escalade de Le Cornu ». L'article arguait que la confrontation directe avec Poutine risquait de fermer toutes les portes du dialogue. Le Cornu écouta ces critiques avec attention. Lors d'une interview avec France Inter, il répondit directement « On me reproche l'escalade. » Mais qui a escaladé? C'est Poutine qui m'a menacé publiquement. J'ai simplement répondu. Certains voudraient que je me taise, que j'accepte l'intimidation en silence. Mais le silence face au tyran n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. Ces mots étaient durs, mais ils résonnaient avec une grande partie de l'opinion publique. Les sondages montraient que 68% des Français soutenaient la réponse de Le Cornu à Poutine. Dans les coulisses diplomatiques européennes, un changement subtil mais profond s'opérait. Les ministres de la Défense qui avaient autrefois hésité à confronter la Russie commençaient à adopter un langage plus ferme. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, déclara lors d'une conférence à Berlin « L'approche du ministre Le Cornu nous a montré qu'il est possible d'être ferme sans être belliqueux, de se défendre sans provoquer. L'Allemagne doit prendre exemple sur cela. » En Pologne, le ministre de la Défense alla encore plus loin. Lors d'une visite à Varsovie, Le Cornu fut accueilli comme un héros national. Des milliers de Polonais se rassemblèrent devant le ministère de la Défense polonais, brandissant des drapeaux français et polonais. Certains portaient des pancartes. « Le Cornu, le De Gaulle de Beauvau » et « Merci d'avoir défendu l'Europe ». C'était un moment surréaliste pour le ministre français, habitué aux réunions discrètes et aux négociations en coulisses. « Vous avez fait quelque chose que peu de dirigeants ont le courage de faire », lui dit son homologue polonais Mariusz Błaszczak. « Vous avez regardé le diable russe dans les yeux et vous n'avez pas cligné. » Le Cornu répondit simplement « La Pologne comprend mieux que quiconque ce que signifie vivre à côté de la Russie. Votre courage inspire le nôtre. » Mais le plus grand test de la stratégie de Le Cornu vint 23 mois après son discours initial. La Russie lança une cyberattaque massive contre les infrastructures françaises. Hôpitaux, réseaux électriques, systèmes de transport. Tout fut ciblé simultanément. L'attaque était sophistiquée, coordonnée et portait clairement la signature des services de renseignement russes. C'était la réponse de Poutine, pas militaire, mais dévastatrice quand même. Dans la salle de crise de l'Élysée, Macron, Le Cornu et les chefs des services de sécurité se réunirent d'urgence. « Nous avons contenu 90% de l'attaque », rapporta le directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais certains dégâts ont été causés. Rien de catastrophique, mais significatif. Tous les regards se tournèrent vers Le Cornu. Certains attendaient qu'il exprime des regrets, qu'il reconnaisse que sa fermeté avait provoqué cette réponse. Mais le ministre des Armées ne s'y laissa pas prendre. « C'est exactement ce que Poutine veut », dit-il calmement. « Il veut que nous pensions que c'est ma faute, que si j'avais été plus doux, plus accommodant, il ne nous aurait pas attaqués. Mais c'est un mensonge. » Il se leva, marchant vers la grande fenêtre donnant sur la Seine. « Poutine nous aurait attaqués de toute façon, pas parce que j'ai été ferme, mais parce que nous aidons l'Ukraine. Cette cyberattaque aurait eu lieu que je réponde à ces menaces ou non. La seule différence, c'est que maintenant toute l'Europe sait que la Russie est l'agresseur. » Macron acquiesça. Alors, quelle est notre réponse? « Nous triplons nos investissements dans la cyberdéfense, » répondit immédiatement Le Cornu. « Nous partageons nos capacités avec tous les pays de l'EU. Nous créons un bouclier cyber européen et nous annonçons tout cela publiquement en expliquant exactement pourquoi nous le faisons. » La stratégie était claire. Transformer chaque attaque russe en justification pour renforcer l'Europe. Poutine ne jouait plus contre un seul ministre, mais contre un système qui apprenait à se défendre de manière systématique. Dans les jours qui suivirent la cyberattaque, plusieurs pays européens rapportèrent avoir subi des tentatives similaires. Mais grâce au partage d'informations coordonnées par la France, presque toutes furent neutralisées. L'attaque de Poutine avait accidentellement créé ce qu'aucune directive européenne n'avait réussi à créer. Une vraie coopération en matière de cybersécurité. « C'est ironique », dit le premier ministre estonien lors d'un sommet européen d'urgence. « Poutine pensait diviser l'Europe en attaquant la France. Il a réussi à nous unir encore plus. » 6 mois après le discours initial de Le Cornu, un événement surprenant se produisit. Un ancien général russe, Andrei Gouroulev, fit défection en Occident. Lors d'une conférence de presse secrète, organisée par les services de renseignement français, il révéla des détails fascinants. Quand Poutine a décidé de menacer Le Cornu publiquement, raconta Gouroulev, tous ses conseillers lui ont dit que c'était une erreur. Mais il était convaincu que les Français reculeraient.
Il disait « Les Français sont mous, ils préfèrent le vin et le fromage à la guerre ». Il ne comprenait pas qu'un pays peut aimer la paix et être prêt à se battre pour la défendre. Ces révélations firent l'effet d'une bombe. Elles confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Poutine avait profondément sous-estimé la volonté européenne. Et cette sous-estimation était devenue sa faiblesse stratégique. En octobre 2025, lors d'un dîner privé à l'Élysée, Macron et Lecornu discutèrent de l'avenir. « Sébastien, dit le président, tu sais que ta nomination comme premier ministre va provoquer une réaction à Moscou. » « Je sais, répondit Lecornu, mais à ce stade, tout ce que nous faisons provoque une réaction. La question n'est pas d'éviter les réactions russes, c'est de les gérer de manière à renforcer l'Europe plutôt qu'à l'affaiblir. » Macron sourit. « Tu as changé. Tu sais, le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais parlé comme cela. »« Le monde a changé, » répliqua Lecornu. « En 2017, nous pensions encore que la Russie pouvait être un partenaire. Maintenant, nous savons que c'est un adversaire. Cette clarté change tout. » Quand la nomination de Lecornu comme premier ministre fut annoncée le 9 septembre, à Washington, le département d'État salua un leader ayant prouvé sa détermination face à l'agression. À Londres, le premier ministre britannique appela personnellement pour le féliciter. À Kiev, Zelensky écrivit simplement sur les réseaux sociaux « La France a choisi la force, l'Ukraine applaudit. » Mais à Moscou, le silence fut assourdissant pendant 48 heures. Puis vint la déclaration officielle de Peskov. « Nous prenons note. 3 mots, rien de plus. » C'était peut-être la réponse la plus révélatrice. Poutine n'avait plus de menaces à proférer, plus de provocations à lancer. Il avait compris que Sébastien Lecornu ne se laissait pas intimider. Aujourd'hui, dans les salles de cours des académies militaires de West Point aux USA, de Sandhurst au UK et de Saint-Cyr en France, l'épisode Lecornu-Poutine est enseigné comme une étude de cas. Comment répondre à l'intimidation autoritaire, comment transformer une menace en opportunité stratégique, comment maintenir l'unité face à la division. La réponse tient en un principe simple que Lecornu lui-même formula lors d'une conférence à Sciences Po. Les tyrans testent constamment nos limites. Chaque silence est interprété comme de la faiblesse, chaque hésitation comme une invitation à aller plus loin. La seule langue qu'ils comprennent vraiment est celle de la détermination inébranlable. Un étudiant leva la main. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais eu peur que votre réponse mène à une escalade incontrôlable? » Lecornu réfléchit un moment avant de répondre. « Bien sûr que j'ai eu peur. Seul un fou n'aurait pas peur. Mais j'avais encore plus peur de ce qui se passerait si nous ne répondions pas. L'histoire nous enseigne que l'apaisement face aux dictateurs ne mène jamais à la paix, seulement à des guerres plus grandes plus tard. » Il marqua une pause. En 1938, Chamberlain est revenu de Munich en proclamant « la paix pour notre temps ». Un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Pourquoi? Parce que Hitler avait interprété l'apaisement comme de la faiblesse. J'ai étudié cette histoire. J'ai juré de ne jamais la répéter. Dans les archives du Kremlin, selon des sources de renseignement occidentales, un dossier spécial existe maintenant. Son titre, « Le problème Lecornu ». Il contient des centaines de pages d'analyse sur la manière de neutraliser l'influence du premier ministre français. Mais chaque stratégie proposée se heurte au même obstacle. Lecornu ne répond pas aux tactiques habituelles. Il ne peut pas être intimidé, il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être manipulé. Un analyste russe aurait écrit dans une note confidentielle « Lecornu représente un nouveau type de dirigeant occidental. Il n'a pas peur du Kremlin et cette absence de peur est contagieuse. D'autres dirigeants européens commencent à l'imiter. C'est un problème stratégique majeur pour la Fédération de Russie. » Cette analyse était exacte. Entre 2024 et 2025, on observa une transformation progressive mais réelle du discours européen face à la Russie. Les mots « apaisement » et « dialogue » cédaient la place à « dissuasion » et « fermeté ». Ce changement sémantique reflétait un changement de mentalité. Et au centre de cette transformation se trouvait l'exemple de Sébastien Lecornu. Le dernier chapitre de cette histoire reste à écrire. Poutine est toujours au pouvoir en Russie. La guerre en Ukraine continue. Les tensions entre l'Occident et Moscou restent élevées. Mais quelque chose d'essentiel a changé. L'Europe n'a plus peur de dire non. Elle n'hésite plus à se défendre. Elle comprend qu'entre la guerre et la paix, il existe un troisième chemin. La dissuasion par la détermination. Lecornu l'a formulé ainsi lors de son premier discours de politique générale comme premier ministre. La France ne cherche pas la guerre, mais elle ne la crée pas non plus. Nous préférons la paix, mais pas n'importe quelle paix. Pas la paix des cimetières, pas la paix de la soumission.
la paix de la liberté. Et cette paix-là mérite que l'on se batte pour elle. Ces mots résonnèrent à travers l'Europe et au-delà. Ils capturaient l'esprit d'une nouvelle ère, une ère où les démocraties européennes redécouvraient quelque chose qu'elles avaient presque oublié, que la liberté a un prix, et que ce prix vaut la peine d'être payé. Vladimir Poutine avait voulu faire de Sébastien Lecornu un exemple. Il avait réussi, mais pas de la manière qu'il imaginait. Lecornu était devenu un exemple, certes, mais un exemple de courage, de détermination et de refus de l'intimidation. Un exemple que d'autres suivent. Un exemple qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir en Europe pour les décennies à venir. Tout cela parce qu'un matin à 4h17, un téléphone crypté avait vibré dans un bureau parisien et parce que l'homme qui avait répondu à cet appel avait décidé de ne pas avoir peur.